L'esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut et aujourd'hui avec Paul Thibault, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Paul Thibault et bienvenue. Bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Un grand homme, la patrie reconnaissante. C'est avec les mots inscrits au fronton du Panthéon que Gérard Collomb a salué l'exploit de Mamoudou Gassama, le Malien de 25 ans qui a escaladé un mur pour sauver un enfant la semaine dernière. L'un de ces actes héroïques qui, selon Bernard-Henri Lévy, font, je cite, la grandeur et le génie de la France. Aujourd'hui, Mamoudou Gassama a des papiers en règle, un job chez les pompiers, une conseillère presse et même plusieurs faux comptes Twitter créés par deux petits malins. Et signe ultime de son intégration rapide, une palanquée de sites d'information se demande gravement pourquoi le jeune homme n'a pas hier soir participé à On n'est pas couché. On peut saluer l'héroïsme d'un homme et approuver le fait que son éminente contribution à la société française lui ait valu sa régularisation, voire sa naturalisation annoncée pendant 3 ans, mais on peut aussi s'interroger sur la façon dont il est devenu, pour certains, le symbole vivant des bienfaits de l'immigration. Du reste, c'est pour cette raison même que cette réception à l'Élysée a été doublement critiquée. Si les uns y ont vu la volonté de faire oublier une politique d'immigration, je cite, inhumaine et brutale, les autres redoutent un chantage à l'émotion destiné à leur faire accepter l'ouverture croissante de nos frontières et son corollaire, l'installation subreptice d'un modèle multiculturaliste qui, pour le coup, n'appartient pas vraiment au génie français. La question migratoire sera donc notre premier sujet et après un petit détour par le manifeste sur l'antisémitisme, nous évoquerons la situation italienne. Alors Paul Thibault, vous avez été président des Amitiés judéo-chrétiennes, vous avez dirigé la revue Esprit, vous écrivez dans plusieurs publications dont Causeur, un livre pour bientôt, nous l'espérons, et donc vous êtes un observateur et un acteur important de la vie intellectuelle. Alors que vous a inspiré, disons, l'épisode Mamoudou, et disons à replacer dans le contexte d'une discussion qui s'est intensifiée cette semaine sur la politique migratoire? Moi j'ai admiré d'abord l'exploit. Parce qu'il faut le voir, j'allais dire, grimper de balcon en balcon, c'est extraordinaire devant un voisin qui était médusé, qui n'osait pas prendre le risque qu'il aurait pu prendre lui aussi. C'est pas pour le critiquer, mais enfin il y en a un qui a été plus que les autres à la hauteur de la situation, et de ce côté-là, chapeau. Bon, tous les éloges qu'on peut lui faire, il les mérite, la régularisation c'est évident, mais c'est complètement hors sujet quand il s'agit de l'immigration générale. Un individu ne veut rien dire quant à un ensemble, si vous voulez, quoi. Moi, je trouve que c'est une discussion qui n'a pas lieu d'être, si vous voulez. En tout cas, on n'a pas le droit d'extrapoler, c'est tout, quoi. Point, c'est tout. Ça, alors, je vais revenir avec vous, vers vous sur le fond. Alain Finkielkraut, est-ce qu'on n'a pas justement tout de même un peu extrapolé et emblématisé? Alors, avant toute chose, je voudrais... Avant de me répondre, surtout. Oui. Mais justement, avant de vous répondre, en effet, je voudrais remercier Paul Thibault d'avoir accepté au pied levé d'être notre invité. Du fait de sa discrétion, tout le monde ne sait pas qu'il est l'un des plus grands intellectuels français d'aujourd'hui. Alors je le dis. Et ce que j'aime particulièrement en Thibault, c'est qu'il est à la fois très cohérent et très inattendu, hanté par un certain nombre de thèmes et imprévisible dans l'expression qu'il donne de sa hantise. Alors ce n'est pas une politesse, c'est une reconnaissance de dette. Alors maintenant, je vais à laquelle je m'associe. Merci. Je vais répondre à votre question. Oui, comme Paul Thibault, j'admire l'exploit. Et on ne peut pas lui ménager notre admiration. Mais justement, c'est un héros. Ce n'est pas un grand homme. C'est absurde de dire que c'est un grand homme. Et d'ailleurs, à l'origine, on a voulu remplacer le héros par le grand homme. C'était ça. Tout le XVIIIe siècle, c'est dire nous n'avons plus besoin de héros, nous avons des grands hommes pacifiques. Nous nous rendons compte. Est-ce que c'est un héros comparable à Beltrame, comme on l'a dit? Je ne sais pas, on ne va pas faire des classements. En tout cas, qu'est-ce qu'un héros? C'est une exception. Justement, Paul Thibault a parlé d'exploit. C'est quelqu'un qui transcende la règle commune, qui fait ce que nous ne pouvons
pas faire parce que nous avons peur, parce que nous ne sommes pas assez forts, enfin, toutes sortes de raisons. Et donc, d'où l'admiration que nous pouvons lui vouer. Mais là où le bas blesse, vous l'avez dit, et Elisabeth, c'est que de ce héros, on a voulu l'ériger en symbole. Hein. Alors là, c'est pas drôle de jouer de mauvais rôle et d'être antipathique dans les moments d'effusion nationale, mais parfois la vérité l'exige. Il ne faut pas céder sur l'exigence de vérité. Paul Thibault a raison, cet homme admirable ne peut pas être le symbole de tous les réfugiés, et on nous a dit, ben voilà, c'est ça, l'immigration, les migrants, c'est ça, c'est des gens qui nous veulent faire notre bien et auxquels nous refusons de tendre la main. Oui, c'est un peu le discours du parti de l'immigration, et Emmanuel Macron, disons, a fait avec son fameux en même temps, d'un côté il le reçoit et donne donc une signification politique à son acte, et il dit ce n'est pas une exception. Mais il faut, si vous me permettez, vous vouliez rajouter quelque chose alors? Oui, je voulais. Allez-y. Je voulais rajouter beaucoup de choses, mais je n'en rajouterai qu'une. Rajoutez-en. Je crois que Rioufol a eu raison de souligner que le geste de Marin, jeune Lyonnais grièvement blessé en 2016 pour être venu à l'aide d'un couple agressé parce qu'ils s'embrassaient, n'a pas eu droit à un tel engouement. Parce que, justement, les agresseurs étaient sans doute des immigrés, et on veut faire à toute force, justement, du migrant, quel qu'il soit, le héros de notre temps, et on voit où ça mène aujourd'hui en France. Et d'ailleurs, quand il arrive qu'il y ait des actes négatifs de migrants, on nous dit qu'il ne faut surtout pas généraliser, faire d'amalgame. Maintenant, Paul Thibault, je me tourne vers vous, et c'est quand même à l'intellectuel catholique que je m'adresse, parce que sur cette question de l'immigration, il y a un certain trouble, disons, dans le monde catholique et dans la vision que nous pouvons nous en faire entre la nécessité, la vertu de l'accueil de l'étranger et de l'autre comme un autre soi-même, et la nécessité de préserver une certaine identité française dont le catholicisme, disons, est l'un des fonds de sauce. Alors, d'où les critiques d'ailleurs dans certains milieux catholiques envers la position du pape. Alors, comment vous conciliez, vous, l'humanité et la raison ou mais il y a une contradiction, c'est évident, entre l'universalisme du Vatican, enfin du pape actuel, et puis les sondages qui montrent que les catholiques pratiquants sont assez réticents, en particulier vis-à-vis de l'islam. Ça, donc il y a une contradiction. Moi je pense que la conciliation, enfin pratique, je dirais, c'est ce que je vois faire autour de moi par un certain nombre de personnes, c'est d'aider les gens qui sont là légalement à s'intégrer. L'universalisme, c'est pas nécessairement de bousculer la loi française, parce que mon sentiment est plus grand que la loi française, ce qui est un truc d'un égocentrisme débile, à mon avis, mais c'est de dire, il y a des gens qui sont là, et qui ont de la peine à se loger, qui ont de la peine à trouver du boulot, qui ont de la peine à apprendre à parler le français, et c'est tout ça, le champ de travail que je vois pratiqué par un certain nombre de catholiques autour de moi, si vous voulez, des gens qui... Alors, donc là, ils sont, je dirais, les amis... Donc l'idée de l'accueil inconditionnel qui est prônée par certaines associations, vous paraît, et même un peu par le pape, non? Il y en a, oui, le pape va dans ce sens-là, mais c'est pas dans ce registre, si vous voulez, que je me situe. Par contre, aider les gens à s'intégrer quand ils sont là, ça c'est une chose tout à fait importante, parce que après qu'une fois qu'ils sont régularisés, ils n'ont pas nécessairement de boulot, ils n'ont surtout pas de logement. C'est une chose assez dramatique. Mais avant de passer la parole à Alain Finkielkraut, est-ce que vous diriez que les flux migratoires massifs aujourd'hui sont une menace, sont un problème, sont disons un danger pour la cohésion française ou pour l'identité française? Je pense que nous n'avons pas de politique migratoire et que le danger est moins objectif que subjectif. C'est le danger que nous ne savons pas répondre à cette situation. La pression migratoire, elle est démographique, économique, elle est absolument naturelle, si vous voulez. Et c'est pas un reproche qu'on peut faire aux Africains de
de vouloir débarquer par ici, si vous voulez, mais nous ne savons pas y faire, si vous voulez. Alors là, par exemple, il y a un livre tout à fait intéressant, dont d'ailleurs Alain Finkielkraut, je crois, a parlé, de Stéphane Perrier, sur la France au miroir de l'immigration, qui propose un certain nombre de mesures, si vous voulez, qui sont à la fois d'un certain côté restrictives, qui sont de contrôle de l'immigration, mais pas de fermeture, de traiter sérieusement l'immigration qui est là. Voilà la première chose à faire. Et ça suppose une nation qui soit d'un certain côté ouverte. Par exemple, l'autre jour, j'ai participé à un débat, c'était chez Chevènement, enfin bon, et où quelqu'un parlait d'un lycée de Seine-Saint-Denis, lycée Le Corbusier, je crois, Saint-Denis, tout simplement, où on fait des cours d'ethnologie, et où c'est intéressant parce que on apprend aux gens à s'exprimer sur leur culture d'origine et à se distancier par rapport à elle. Les deux, si vous voulez, quoi. Alors là, il y a des choses à faire. De la même manière, enseigner l'histoire de France. Pas comme quelque chose de clos. Moi, je crois beaucoup à ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps, un enseignement de l'histoire européenne par comparaison des trajectoires nationales. Vous n'allez pas énerver Alain Finkielkraut en lui proposant l'histoire mondiale de la France. L'Angleterre, non, pas du tout. L'Angleterre n'est pas la France, l'Allemagne n'est pas la France, enfin, le génie tocquevillien de la comparaison, si vous voulez, c'est ça. Et là, on peut dire que on a dit la langue de l'Europe, c'est la traduction, c'est vrai, et je pense que la culture de l'Europe, c'est la comparaison. Alors là, il faudrait faire un champ ouvert où ils puissent arriver. Enfin, on peut multiplier les exemples. En fait, votre réponse sur l'immigration, c'est l'intégration. C'est une tâche, l'immigration. Voilà. L'immigration est une tâche, je suis tout à fait d'accord avec Paul Thibault. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette focalisation sur l'intégration? Non, l'immigration est une tâche, et la comparaison, en effet... Une tâche avec un accent circonflexe. Oui, bien sûr, et la comparaison doit être évidemment mise en exergue, parce que elle est peut-être le grand génie européen, mais pour que cette tâche ait des chances de s'accomplir, il faut ralentir, voire peut-être arrêter les flux migratoires. Là où les immigrés et les enfants d'immigrés sont majoritaires, ils ne peuvent pas entrer dans ce travail qui leur est demandé. Or, le problème se pose parce que il y a des diasporas, il y a des communautés. Ces communautés font venir des nouveaux arrivants. C'est le cas justement des Maliens. Parce que le héros dont nous parlons tout à l'heure est malien. Les Maliens ne sont pas des réfugiés politiques. Les Français, l'armée française est présente au Mali pour précisément protéger les Maliens, protéger la sécurité des Maliens. Simplement, il y a une forte communauté malienne et elle attire toujours de nouveaux arrivants. Mais pour répondre à votre question, je crois que nous assistons aujourd'hui à un phénomène curieux, c'est-à-dire le tournant humanitaire, à la fois du progressisme et de l'Église catholique. La défense du migrant devient le marqueur identitaire du progressisme. On oppose évidemment le cœur battant des uns au cœur de pierre des autres. Mais qu'est-ce qu'une morale, puisque c'est la morale qui est invoquée, qui n'apporte que du malheur? Voilà la question que l'on pourrait poser. Et la religion... Que du malheur, c'est peut-être exagéré. Qui apporte la partition, si l'on en croit François Hollande. Oui. Donc ça, c'est quand même le pire des malheurs qui pourrait arriver à la France. Et surtout, je pense que le pape contribue à réduire la religion au sentiment et un vague catéchisme humanitaire. Il est en train de faire de l'Église une ONG comme une autre. Vous avez Médecins du Monde, vous avez maintenant aussi Vatican sans frontières. Or, on a envie de rappeler Lévinard, si vous voulez. L'amour ne suffit pas, parce qu'il y a le tiers. Quand nous sommes deux, tout est clair, je me mets à son service. Quand il y a le tiers, naît le problème. Qui a fait du mal à l'autre, etc. Et cette question, on a l'impression qu'un certain christianisme humanitaire ne veut pas la poser. Le tiers est court-circuité et on en vient à une morale purement sentimentale. Et je trouve que c'est extraordinairement regrettable. Mais justement, on ne peut pas traiter les choses en disant il y a d'un côté ceux qui ont le cœur sur la main et d'autres côté ceux qui ont un cœur de pierre. C'est deux défis
définition de la morale qui s'oppose là, et j'espère que une morale empreinte de sagesse l'emportera. Pardonnez-moi, c'est simplement que vos ennemis sont parfois très malveillants, donc je voudrais juste vous faire préciser cette idée que, si vous voulez, l'immigration est un facteur de malheur des sociétés, pour vous la faire... L'immigration est un facteur de malheur des sociétés dans la mesure où elle est incontrôlée, et tous les peuples européens, nous y viendrons avec l'Italie, le disent. L'Union européenne pense pour des raisons morales et économiques, puisqu'elle se réfère toujours au plus jamais ça, qu'il faut ouvrir les frontières. Les peuples ne le veulent pas, et donc on parle d'extrême droite, on parle de populisme. Alors, si vous voulez, que il faut écouter le désarroi des peuples. Oui. Ils ne procèdent pas de la xénophobie. Je crois que ce n'est pas vrai. Et il faut prendre acte aussi de l'hostilité d'un certain nombre de nouveaux arrivants. Et cette hostilité pourra être adoucie, pourra être guérie, si précisément les proportions sont respectées. D'accord, je voudrais quand même, avant qu'on passe à notre prochain sujet, c'est une école de frustration cette émission. Paul Thibault, tout à l'heure vous avez sur la politique migratoire, vous avez dit dans le fond, il faut faire porter notre effort sur l'intégration de ceux qui sont en France légalement. Ce qui veut dire parce qu'en fait notre problème concret, si vous voulez, il n'est pas ceux qui sont en France légalement, il est, comme l'a dit Alain, l'afflux, y compris de gens illégaux. Ce qui veut dire que vous encourageriez une politique vraiment ferme d'expulsion des déboutés ou d'expulsion des sans-papiers. Il est évident qu'il y a deux points cruciaux dans la politique d'immigration et non pas de traitement des immigrés qui sont présents. C'est le regroupement familial, les mariages au pays, etc., avec la possibilité de faire venir la famille. Et là, ça doit être contrôlé, c'est évident, en demandant que la personne qui entre dans la francité, si vous voulez, à travers son mariage, elle donne des gages de vouloir et de pouvoir s'y intégrer. Alors, et l'autre, c'est le droit d'asile détourné. Alors là, évidemment, il y a des procédures qui sont complètement ridicules. Enfin bon, on les accepte d'abord, on les met dans la rue en train de camper on ne sait où, et puis on examine le dossier, et puis ils finissent par s'incruster, c'est normal, et les renvoyer, ça devient de l'inhumanité. Alors là, je pense que la solution du demande de droit d'asile au départ est une solution théorique possible. Encore faudrait-il, alors là, l'Europe pourrait, s'il y avait une entente sur ces points-là, qui représente certainement le consensus des opinions européennes, si vous voulez, et sur la réintégration des gens qui sont déboutés, si vous voulez, des droits d'asile, la réinstallation, enfin la reprise de ses propres citoyens. C'est quand même incroyable qu'on nous reproche de ne pas accueillir les Maliens ou les Tunisiens, mais que la Tunisie et le Mali ne reprennent pas des Maliens, c'est une chose tout à fait normale. Oui, vous avez absolument raison. Mes chers amis, il reste 9 minutes, donc nous allons avancer. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, au sujet de cette question migratoire, pensent que l'immigration est un des facteurs aggravants de l'antisémitisme dans un certain nombre de pays européens. Eh bien, une étude allemande qui est elle-même très critiquée démontre très opportunément le contraire, il n'y aurait aucun rapport. Alors, on ne va pas vous donner l'information. Paul Thibault, vous avez été président des Amitiés judéo-chrétiennes et je crois que pour vous, le combat contre l'enseignement du mépris, de la réconciliation, pour la réconciliation, disons, post-Vatican II, je dirais, a été quand même quelque chose d'important, mais en même temps, vous n'êtes pas, vous ne caressez pas jamais vos amis juifs dans le sens du poil, alors j'ai hâte de savoir ce que vous pensez, disons, du combat actuel contre le nouvel antisémitisme. D'abord, je dirais, la question judéo-chrétienne est toujours ouverte, mais elle se déplace, si vous voulez, quoi. Moi, je rêverais d'une situation où les juifs et les chrétiens sont critiques l'un de l'autre, les uns des autres. Le péché du christianisme, c'est de vouloir absorber l'universalisme et de le réaliser. Le péché des juifs, qui est un péché immanent, enfin, on peut pas leur reprocher, pas plus qu'aux autres, si vous voulez, c'est de penser que
l'existence du peuple juif, c'est le salut de l'humanité par soi-même, si vous voulez. C'est ça. Bon, alors là, on devrait pouvoir se parler pour dire ça. Alors pour le reste, je dirais que oui, cet enfin pour les gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent d'une culture notamment arabo-musulmane, où les juifs ont été peut-être moins persécutés qu'ici, mais tenus en lisière, tenus dans une position inférieure. Arrivés en France où les Juifs... Et il y a eu des persécutions tout de même. Hein. Occupent le devant, le devant de la scène, sont très voyants. Nombreux, voyants et à l'aise, si vous voulez. C'est un choc, si vous voulez. Et en définitive, ils comprennent mal la culture où ils arrivent, mais le juif est le symbole de cette non-compréhension, si vous voulez. Ce qu'ils comprennent le moins dans la culture européenne, c'est que les Juifs y soient à l'aise. Alors, bon, il y a effectivement quelque chose, il y a un effet antisémite, enfin, qu'on peut pas nier, qui existe, qui n'est pas... qui est peut-être lié à quelque chose de conjoncturel, si vous voulez, quoi. Mais qui est réel. Et qu'est-ce que vous avez pensé du manifeste, disons, et des demandes adressées à l'islam, disons, de la façon dont est mené ce combat? Moi, je ne pense pas que l'on puisse qu'on puisse rayer telle ou telle sourate, tel ou tel verset du Coran. Non, c'est pas ce qu'il demandait. Il demandait la réinterprétation. La réinterprétation. Là, vous allez répondre. Qu'il le fasse. La réinterprétation, ça, je laisse aux imams la réinterprétation. J'attends, si vous voulez. Oui. Je suis un peu sceptique, mais on va peut-être attendre longtemps. En tout cas, je crois que l'antisémitisme, la judéophobie, pour parler comme Taguieff, qui nous arrive de l'extérieur, qui est aujourd'hui un produit d'importation, qui ne jaillit pas des entrailles de l'idéologie française, elle n'est pas seulement conjoncturelle, elle n'est pas simplement liée à la place qu'occuperaient les Juifs dans la société française, elle est liée aussi à un certain type d'enseignement, et à un certain type de tradition. Donc, il ne faut pas l'oublier, mais ce manifeste, si vous voulez, il dénonce un nouvel antisémitisme qui a déjà 40 ans d'âge, au moins, et parce que beaucoup de gens ont du mal à l'entendre. Justement, tout ce parti du cœur battant dont je parlais tout à l'heure, tous ceux qui pensent que la morale de nos sociétés, la morale post-hitlérienne de nos sociétés, se traduit par l'ouverture des frontières. Ceux-là voient dans les migrants, et même parfois dans le migrant musulman, le nouveau juif. Beaucoup l'ont dit, Enzo Traverso, Edoui Plenel, Luc Boltanski et d'autres. Et ce schéma s'effondre avec l'existence du nouvel antisémitisme. D'où la résistance, d'où les contre-pétitions dont nous avons été la cible dès que le manifeste est paru. Donc là, il y a une sorte de combat pour la vérité qui doit être mené, mais il sera d'autant plus difficile que précisément c'est toute une construction, tout un dispositif idéologique et sentimental qui est en jeu avec cette histoire. Je vais me sentir coupable toute la semaine pour vous rationner la parole, cher Alain et cher Paul. Très vite, un mot sur le psychodrame, enfin sur l'Italie. Donc 3 mois tout de même après les élections, le nouveau chef du gouvernement, Giuseppe Conte, a prêté serment avec ses 2 vice-premiers ministres, donc celui de 5 étoiles Luigi Di Maio et Matteo Salvini, le patron de la Lega. Mais je vous pose 2 questions à l'un et à l'autre très vite. La première question, c'est celui de la dénomination. Est-ce que, comme la presse française qui essaye de plaquer un peu sur la situation ici, nous dit qu'il y aurait des populistes de gauche et de l'extrême droite. Expliquez-nous, Paul Thibault, comment vous appelez ce gouvernement? Par quel mot le qualifiez-vous? Et comment l'Italie est-elle devenue eurosceptique? J'avoue que ça m'est ça m'est à côté égal, mais ce qui ne m'est pas égal, c'est les discours, si vous voulez, sur l'impossibilité de le blasphème contre l'Europe, si vous voulez, quoi. Moi, je suis, enfin, tout ce qui peut en relever, que ça vienne de Juncker ou du commissaire allemand, là, à l'économie, ça me révulse. Peut-être ce que c'est le commissaire allemand, parce que tout
Comment on ne le sait pas? Que la bourse allait apprendre les marchés aux Italiens à voter, si vous voulez. Alors, c'est le commissaire européen au budget. Alors, ce qui m'amuse, si vous voulez, fondamentalement, c'est qu'on disait autrefois que l'Europe c'était le paradis. Maintenant, on dit l'Europe, on ne peut pas en sortir. Voilà, c'est le principal argument. C'est le départ serait difficile et coûteux. Ce qui est vrai d'ailleurs, mais qu'est-ce que c'est qu'un endroit dont on ne peut pas sortir? Une prison? Voilà, exactement. Alors, l'Europe se révèle, s'avoue d'un certain côté être une prison des peuples, mot qui a été employé autrefois pour c'est la Russie des tsars, si je me souviens bien. Oui, c'est vrai. Enfin, bon. Oui. Alain Finkielkraut. Un seul mot. Non, mais vous pouvez, on a le droit à 2 minutes de rab. Non, mais je voulais simplement dire que dans cette bataille, il ne faut pas laisser l'Europe, l'idée d'Europe, la civilisation européenne à l'Union européenne et a fortiori à la Commission. Ce n'est pas l'Europe contre les nations, ce n'est pas l'Europe contre les populismes, contre les égoïsmes, etc. C'est au bout du compte, alors je ne sais pas si ça vaut pour l'Italie, pour tous les partis, mais c'est au bout du compte l'Europe contre l'Europe. Il y a 2 idées Paul Thibault n'est pas anti-européen. Il parle maintenant de prison. Il parlait il y a quelques années déjà de maison de redressement. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas de l'Europe. Ça s'est amélioré. Et c'est parce que il a une autre idée de l'Europe, de la civilisation européenne, justement de cette Europe née de la comparaison, donc pas forcément de la conflictualité, mais peut-être de l'émulation qui peut exister entre ces nations. Donc il faut refaire vivre l'Europe et non pas, si vous voulez, sortir de l'Europe. Ça n'a aucun sens de sortir de l'Europe. Mais vous avez peut-être. Enfin, ça n'a aucun sens de sortir de l'Union européenne. Oui, peut-être. Peut avoir un sens, cher Alain. Mais tout de même, pour revenir peut-être au sujet du départ, ce qui s'est passé, c'est que l'Italie était un pays ultra européiste. Enfin, c'est tous les sondages jusqu'à il y a une date très récente. Et c'est l'immigration. C'est l'immigration. C'est l'immigration comme en Suède, comme partout. L'immigration a joué un très grand rôle, parce qu'ils sont aux premières loges et le règlement de Dublin les abandonne à leur sort. C'est-à-dire que théoriquement on peut renvoyer chez eux à peu près tout le monde qui débarque ici, et eux qui se débrouillent. Enfin, ça c'est une chose complètement inepte et on n'a pas de solution. L'Europe ne marche pas. Mais est-ce que vous pensez que je crois que c'est Éric Zemmour qui a écrit ça, je n'en suis pas sûr, me semble, il a écrit un papier où il disait c'est une très mauvaise nouvelle pour Macron ce qui se passe en Italie, comme si c'était un peu la préfiguration de ce qui pouvait arriver en France. Est-ce que c'est votre sentiment? C'est une mauvaise nouvelle pour Macron, c'est incontestable, parce que, si vous voulez, l'Europe était vraiment l'horizon de Macron, la réforme de l'Europe était à l'horizon de Macron, et ça ne marche pas. Donc, il est réduit à une politique franco-française d'ajustement d'ailleurs quelquefois bienvenue. Moi en gros la politique scolaire je la trouve habile, intéressante et j'espère qu'elle réussira. Si vous voulez, il y a d'autres chantiers qui m'intéressent beaucoup moins. La SNCF, détruire la SNCF n'est pas ma passion, mais enfin bon, c'est comme ça. C'est peut-être le folklore de mon enfance qui remonte là. C'est aussi le folklore de la mienne alors, parce que je suis d'accord avec vous. Un mot, Alain Finkielkraut. Tout à fait d'accord avec Paul Thibault sur cette politique scolaire, mais précisément parce qu'elle ne relève pas de l'ajustement. C'est pas une réforme d'ajustement, c'est une sorte de redressement. Pour le reste, effectivement, Macron adapte la France aux exigences de la mondialisation. Mais sa politique scolaire, fort heureusement, jusqu'à présent, c'est autre chose. Bon, eh bien écoutez, je vous l'avais dit, c'est une école de la frustration, pour moi en tout cas. J'espère que vous reviendrez, cher Paul Thibault, et je vous remercie, ainsi je pense que tous les auditeurs, pour ce moment volé à votre travail, et au plaisir de vous lire, j'espère encore dans Causeur. Pour vous, cher Alain, ce sera encore le cas dans le prochain numéro qui sera disponible mercredi et qui traite précisément d'antisémitisme. Merci à la patronne Paul-Henriette Lévy de nous avoir gratifié de 2 minutes de rap de l'autre côté de la vitre. Merci à Louise pour la technique. D'ici dimanche prochain, on peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio-rcj.info. Bonne semaine à vous deux, chers messieurs, et bonne semaine à vous tous, chers auditeurs.
Les passagers à destination de Tel Aviv sont attendus en salle d'embarquement. C'est nouveau. Envolez-vous avec ASL Airlines France tous les mardis et jeudis vers Tel Aviv, la ville blanche